La guerre Israël-Iran a commencé et on ne sait pas combien de temps elle va durer. Mais la vraie question qui se pose c'est, est-on à deux doigts de la troisième guerre mondiale ou est-ce que les médias nous manipulent? Dans cette vidéo, tu vas entendre des choses que personne n'a osé dire. Et si tu veux les découvrir, alors regarde ça. Bienvenue à toi dans cette première, en exclusivité, le Talk Actu signé H5 Motivation. Ici, nous allons parler de l'actualité brûlante, de la guerre entre Israël et l'Iran. Mais avant de commencer cette discussion, je souhaiterais te poser une question. Une question que j'appelle question mystère. Et voici ma question. Selon toi, quel est le lien entre Mobutu, ancien président du Zaïre, Sun Tzu, auteur de L'art de la guerre, et Netanyahou, premier ministre du gouvernement israélien? Pour te donner un indice à la Père Fouras dans Fort Boyard, Mobutu le croyait, Sun Tzu l'avait prédit, et Netanyahou l'incarne. Alors, je dirais que je t'ai quand même tendu un piège dans ce petit jeu d'intelligence rationnelle. Parce que pour comprendre le lien entre ces trois hommes, faut rentrer dans ma tête. Et soyons sincères, dans ma tête, c'est le bordel. Mais tu vas découvrir la réponse à la question mystère dans le cours de cette vidéo. Mais commençons d'abord par le thème de notre conversation. Le thème, c'est Israël-Iran. Est-ce vraiment la troisième guerre mondiale? Ce que personne n'ose dire. Tu sais, j'ai passé une nuit blanche. Là, actuellement, il est 10 heures du matin. Et j'ai suivi cette actualité durant la nuit. Et rien que ce matin, déjà, je découvre dans le média des discours préparés, des discours formatés, des discours que l'on veut nous faire avaler. Or ici, on va parler cru. Et l'idée, c'est pas d'être partisan ou d'avoir une opinion personnelle, partager mon opinion personnelle sur le truc. C'est pas ça avec H5 Motivation. L'idée, c'est de se rapprocher le maximum de la vérité pour en extraire des éléments d'intelligence émotionnelle, des éléments de psychologie humaine qu'on pourra appliquer dans nos vies et qui vont nous permettre d'être beaucoup plus affûtés intellectuellement. Et donc, pour être affûté intellectuellement, ça c'est l'effet de la nuit blanche, on a un sommaire, d'accord? Et voici la structure de travail qu'on va voir ensemble. Alors, tout d'abord, je vais te présenter le contexte surprenant. C'est-à-dire, comment est-ce que j'ai découvert cette guerre et tout ce qui s'était passé avant que je la découvre. C'est une histoire de fou. Ensuite, je vais partager avec toi les 3 secrets qui vont nous permettre de comprendre si on se rapproche vraiment d'une troisième guerre mondiale ou si les médias nous racontent n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce saucissonnage de secrets, la question mystère, la réponse à la question mystère, apparaîtra dans l'un de ces secrets. Et ensuite, pour terminer, je vais te présenter la vidéo interdite. Alors, la vidéo interdite, c'est la vidéo d'un personnage très important dans la hiérarchie du gouvernement américain et qui avait dit quelque chose par rapport à l'hypothèse d'une guerre entre Israël et l'Iran qui aujourd'hui sonne totalement différent. Est-ce que tu es prêt? On y va. Commençons par le contexte. Alors ici, comme tu l'as vu, dans cette diapositive, j'ai partagé avec toi des extraits, des captures d'écran de X, Twitter, des captures d'écran de l'armée iranienne, de comptes qui sont pro-iraniens, ou même, je pense qu'il y en a même un du gouvernement iranien. Et moi, ce qui m'avait marqué dans tous ces petits tweets, c'est que j'étais là à 2 heures du matin, dans mon lit. Il faisait chaud dehors et impossible de dormir. Tu vois ce que je veux dire? Ces soirées où l'air est lourd et
t'as sommeil, mais t'arrives pas à dormir à cause de la chaleur. Donc j'étais là sur mon téléphone et je me baladais sur X, Twitter, tu vois. Et il y avait un truc qui me paraissait bizarre. J'arrêtais pas de voir des posts iraniens, notamment des vidéos du style que je vais partager là maintenant avec toi. Regarde bien ça. Des vidéos avec des gros obus sur des camions, tu vois, où on disait que les Iraniens étaient prêts. We are ready. Ok, d'accord. Vidéo de propagande. Hein. Ensuite, j'avais aussi vu cette vidéo-là. Je vais enlever le son parce qu'il y a des trucs qui se disent dedans. YouTube va la casser. Mais on peut l'analyser ensemble, tu vois. Le titre de cette vidéo dans le tweet, c'était We are... Non, loading. On est en train de recharger nos armes, quoi. Tu vois. Et là, on rentre dans un tunnel iranien. Et je sais pas c'est quoi comme type d'arme, mais ça m'a l'air d'être du lourd. Et enfin bref, toute la nuit, jusqu'à 2h du matin, j'étais en train de regarder que des posts iraniens. Il y avait que ça qui défilait sur mon fil d'actualité. Mais je me disais, est-ce qu'ils exagèrent pas un petit peu, les Iraniens? Je veux dire, ils sont en plein deal sur le nucléaire. Un deal qui est extrêmement important pour Donald Trump. Je vais t'expliquer après pourquoi. Mais revenons d'abord sur cette image. Cette image, pour toi, je sais pas ce qu'elle représente, mais elle en dit long. Tout d'abord, revoyageons dans le contexte, dans la vidéo qui a capturé cette image. Iranien. Nous avons des discussions directes avec l'Iran. C'est une annonce que personne n'avait vu venir. La reprise des discussions entre Washington et Téhéran sur le programme nucléaire iranien. Elles ont commencé, elles se poursuivront samedi. Nous aurons une très grande réunion. Et nous verrons ce qui peut se passer. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'un accord serait préférable, à l'évidence. Alors, dommage que le caméraman a fait un zoom en avant, tu vois, vers Donald Trump. Parce que quand on regarde le visage ici de Benjamin, je vais le dire Bibi, ce sera plus simple. Bibi Netanyahou, on voit qu'il est en train de fondre. On voit qu'il est en train de se liquéfier. On voit qu'il est décontenancé. Et je pense que la plus belle illustration de l'expression corporelle et faciale de Netanyahou, c'est vraiment cette image. Cette image, elle dit tout. Au fait, dans cette image, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un Netanyahou qui a le corps figé, rigide, tu vois, les deux mains sur les genoux, comme si ses genoux étaient une chaise. Et sa tête, son corps, est légèrement penché, comme si on lui avait donné une droite, une claque, et qu'il était resté paralysé, qu'il n'arrivait plus à bouger. Au fait, cette information de Trump l'a laissé sans voix. Et en réalité, pourquoi Trump, qui lors de son premier mandat était très anti-iranien, là pour le coup a lancé cette nouvelle qui a choqué le monde? Moi aussi j'ai été choqué. Ben, c'est parce que Trump, il a sa propre stratégie. Je m'explique. La stratégie de Trump, c'est quoi? C'est pas l'Iran, c'est America First. L'Amérique en premier, l'Amérique avant tout. Mais ce slogan America First, Make America Great Again, il a un petit souci. Et ce souci, c'est lequel? C'est la Chine. Parce que la Chine a de l'ambition. Parce que la Chine a une vision long-termiste. Et dans cette vision long-termiste, la Chine, elle prévoit d'être la puissance numéro 1 mondiale d'ici 25, 50, 60, 70, même 100 ans. Les Chinois sont patients, mais ils veulent être les numéros 1 mondiaux. Et ça, les Américains ne peuvent pas le supporter. Je dirais même l'Empire américain ne peut pas l'accepter. Raison pour laquelle tout est fait pour affaiblir les Chinois. Et une manière d'affaiblir les Chinois, c'est laquelle? Ben, c'est de couper le cordon ombilical qu'ils ont avec leurs alliés, leurs partenaires. Or, l'Iran est un partenaire de la Chine. Donc, si Trump peut négocier un deal sur le nucléaire pour rendre les Iraniens dociles
et ouvrir de nouvelles perspectives commerciales, il pourra couper le cordon entre les Iraniens et les Chinois. Et en coupant ce cordon, il affaiblit les Chinois et il retarde leur montée, leur ascension vers la place de numéro 1. Donc ça, c'est la stratégie, tu vois. Mais moi, il y a encore autre chose qui m'avait marqué. C'est que j'avais tout ça dans ma tête, tu vois. Je me disais, c'est bon, Israël ne fera rien. Les Iraniens resteront dociles et même s'ils sont attaqués, ils feront rien. Mais pendant que je regardais mes posts, là, les tout premiers posts que j'ai partagés avec toi, à 2h du matin, à 3h du matin, enfin quelques minutes plus tard, je découvre quoi? Je découvre que les Israéliens ont attaqué l'Iran, plus précisément Téhéran. Et là, quelle n'a pas été ma surprise? Les Israéliens, le gouvernement israélien, attention, il y a peuple et il y a gouvernement. Le gouvernement qui s'attaque, sans l'aide des Américains, à l'Iran, sachant pertinemment bien quelle est la stratégie des Américains, quel est leur objectif. Et ensuite, j'ai écouté le discours de Bibi. Et Bibi, qu'est-ce qu'il disait dans son discours? Survival. This Écoute le operation. début. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. Bon, ce qu'il dit ici, en gros, j'ai pas eu le temps de traduire puisque j'ai passé, effectivement, je le répète encore, une nuit blanche, mais j'ai passé ma nuit blanche à creuser les informations. Au fait, en gros, ce que dit Netanyahou ici, c'est très important, c'est que ils étaient un petit peu obligés de lancer une attaque contre les Iraniens, puisque les Iraniens avaient atteint un point de non-retour dans l'enrichissement nucléaire et ils pouvaient construire, des armes nucléaires qui pourraient détruire Israël. Et tu vois, c'était un petit peu, le discours, c'était, on a subi un génocide en Europe et là, on pourrait subir une nouvelle Shoah nucléaire chez nous. Et ensuite, ce qui m'a marqué, c'était pas seulement les références bibliques, mais surtout la main tendue, la main forcée vers les Américains. Il y a un moment dans son discours, là, Netanyahou, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous savez, les Iraniens nous voient comme le petit Satan. Mais vous, les Américains, ils vous voient comme le grand Satan. Raison pour laquelle nous devons être unis. Car dans le fond, lorsqu'ils nous attaquent, nous, c'est vous qu'ils attaquent aussi. Le discours était construit. Le discours n'était pas destiné au gouvernement américain, mais plutôt à l'opinion publique américaine. L'opinion publique américaine qui contient en son sein, je crois, ils sont 370 millions les Américains, 400 millions, corrige-moi en commentaire. Et je crois qu'il y a environ 30% d'évangélistes. Je suis pas sûr du pourcentage, mais je sais qu'il y a beaucoup d'évangélistes, qu'il y en a des dizaines de millions aux États-Unis. Et les évangélistes, ce sont des chrétiens sionistes, des chrétiens pro-israéliens, tu vois. Donc dans le fond, dans ce discours, Bibi Netanyahou, il court-circuite les ambitions de Trump et il s'adresse directement à cette opinion publique qui lui est favorable. Et en réalité, juste après cette attaque, pour te démontrer que les deux, les États-Unis et le gouvernement états-unien et le gouvernement israélien n'étaient pas alignés dans cette attaque contre les Iraniens, 16 minutes plus tard, tu le vois, hein, j'ai fait la capture d'écran 16 minutes après que la Maison-Blanche ait sorti un premier tweet. Et voilà ce qu'ils ont dit. Je vais te faire la traduction en direct. Tonight, Israel took action. Ok. Cette nuit, Israël a pris une décision unilatérale d'attaque, d'une action contre les Iraniens. We are not involved in this crime. Nous ne sommes pas impliqués dans ces frappes contre l'Iran. Et notre top priorité est de protéger les forces américaines dans la région. Israël nous a prévenus
qu'il pensait que cette action était nécessaire. Alors là, je dois retourner en bas. Je vais enlever ma petite tête. Hop là. They believe this action is necessary. Cette action était nécessaire pour leur protection, tu vois, pour leur défense. Et le président Trump et l'administration ont réalisé tous les moyens nécessaires pour protéger les forces américaines and remain in close contact. Et rester en contact proche avec tous nos partenaires de la région. Mais laissez-moi être clair, ça c'est la partie la plus importante. Laissez-moi être clair, l'Iran ne doit pas cibler des intérêts américains, des intérêts US ou personnels. Ça veut tout dire. La Maison-Blanche n'est pas alignée avec le gouvernement israélien. Assez choquant, sachant qu'ils ont toujours été alignés. Et c'est là qu'on va en venir au secret numéro 1. Secret de Bibi. Et j'ai nommé ce secret Bibi, le mélange des genres. Pourquoi? Bibi Netanyahou, c'est quelqu'un d'intelligent. Il faut être sincère, il faut le dire. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement rusé. Et au fait, il est en train de faire un mélange des genres. Il joue sur différents échiquiers. Sur l'échiquier de l'enjeu stratégique, sur l'échiquier de l'enjeu diplomatique et sur celui de la politique intérieure. Je m'explique. Netanyahou est en mode survie. Il est en mode survie PLTK, mais il est également en mode survie personnel. Alors, PLTK, ça veut dire politique. Tu vois, c'est un raccourci que je mets. Il est en mode survie politique et en mode survie personnelle. Et je vais te le démontrer tout de suite. En mode survie politique, pourquoi? Parce que sa coalition gouvernementale, elle est vraiment instable, elle est fragile. Et tu vois, il repose surtout sur la volonté, la décision de ces partis d'extrême droite. Et là, récemment, tu vois, il a bien transpiré parce que justement, il a réussi à sauver sa peau. Mais de ça. Pas retiré du programme. En plein cœur de la nuit, le résultat tombe enfin. Les députés israéliens rejettent l'idée d'une dissolution à une très courte majorité. Cela n'a pas été approuvé et ça sera retiré du programme d'aujourd'hui. La menace planait depuis plusieurs jours. Une telle dissolution aurait entraîné la chute du gouvernement de Benyamin Netanyahou et l'organisation d'élections anticipées. En cause, la question épineuse de la conscription des juifs ultra-orthodoxes. Ok. Donc tu vois, au fait, il l'a échappé belle. Et c'est vraiment Netanyahou, moi, c'est un homme, quand je vois son parcours politique, depuis que je suis gamin, tu vois, depuis 12 ans. Je me souviens, à l'âge de 12 ans, je me disais, mais ce mec retombe toujours sur ses pattes. Et c'est vrai, il retombe constamment sur ses pattes, tu vois. Il joue toujours très risqué. Et si on en revient au slide, ah ben, c'est ce que j'ai dit, tu vois. Il a un gouvernement d'une majorité très très mince. Ensuite, il a un autre problème encore. C'est l'opinion. Qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit internationale, tu vois. Avec ce qui se passe à Gaza, il a retourné la planète entière contre son pays. Et il a tellement retourné la planète entière que même certains chefs d'État qui hésitaient parfois à condamner, aujourd'hui se lâchent complètement. Raison pour laquelle, à un moment, il a fait ce discours que je vais te présenter là maintenant. Le Hamas, entre les dirigeants occidentaux et Benyamin Netanyahou, le torchon brûle. Dans une déclaration en anglais jeudi soir, le Premier ministre israélien n'hésite pas à faire un parallèle entre le Hamas et les dirigeants français, britanniques et canadiens. Je dis au président Macron, au Premier ministre Carney et au Premier ministre Starmer, lorsque des meurtriers de masse, des violeurs, des tueurs d'enfants et des kidnappeurs vous remercient, vous êtes du mauvais côté de la justice, du mauvais côté de l'humanité et du mauvais côté de l'histoire. Ces dirigeants pensent peut-être promouvoir la paix, mais il n'en est rien. Ils encouragent le Hamas à poursuivre indéfiniment les combats. Bon, ici tu le vois bien, hein. C'est quand même un discours assez fort
surtout envers des alliés occidentaux. Euh, et en réalité, tu vois, quand il donne ce discours, Netanyahou, regarde ce visage, regarde l'expression, regarde la manière de... Je tape, je tape, je tape, tu vois. Et en même temps, on sent qu'il y a de la fatigue. Regarde, le visage est un petit peu jaune, on sent dans le regard qu'il n'a pas beaucoup dormi, qu'il est exténué. Et ça en dit long. Ça en dit long sur un autre fait. Sur le fait que, au-dessus de sa tête planent plein de menaces judiciaires, qu'elles soient internes au pays ou qu'elles soient internationales. Il risque une peine pour crime de guerre, pour crime contre l'humanité par la CPI. Et dans son pays, il risque même jusqu'à 10 ans de prison. Je te montre l'extrait où ils expliquent pourquoi est-ce qu'il risque jusqu'à 10 ans de prison. Leur Premier ministre est entendu ce matin. Un Benyamin Netanyahou en prisonnier menotté. C'est ce que réclament ces manifestants rassemblés à l'extérieur du tribunal où leur Premier ministre est entendu ce mardi matin. Après plus de 4 ans d'une longue procédure, le dirigeant israélien s'est vu refuser son énième demande de report. Le procès se déroule dans une salle d'audience souterraine et fortifiée, et à Tel Aviv au lieu de Jérusalem pour des raisons de sécurité. Nous sommes ici pour exprimer notre soutien à l'état de droit, pour nous opposer fermement au fait que nous ayons un Premier ministre qui est à la fois un prévenu et un criminel de guerre. Donc tu vois à l'intérieur... Nous réclamons au Premier ministre de cesser la guerre, de ramener les otages, d'arrêter les massacres à Gaza, de tout arrêter. Il n'y a aucun mandat pour continuer la guerre. Un Premier ministre accusé de crime doit se déclarer inapte à ses fonctions. Alors ici, tu vois, cette dame, elle soulève des choses assez intéressantes parce que quand je regarde différentes émissions où il y a des experts justement qui parlent de ce sujet et disent le problème c'est que il n'y a pas d'objectif de guerre à Gaza. Il n'y a pas un objectif. Si c'est éliminer le Hamas, c'est quasi impossible, tu vois. Quasi impossible. Donc il n'y a pas d'objectif de guerre. Et au fait, on comprend bien que la guerre, c'est l'élément qui lui permet de se maintenir. Je vais t'expliquer après pourquoi, mais je te propose qu'on continue ensemble. Premier chef de gouvernement en exercice à comparaître au pénal, il est jugé pour corruption, fraude et abus de confiance. Son témoignage est censé durer 6 heures par jour, 3 jours par semaine pendant plusieurs semaines, ce qui pousse les opposants à s'interroger sur sa capacité à gérer en parallèle un pays engagé dans une guerre sur plusieurs fronts. Le Premier ministre, lui, s'est montré confiant à son arrivée, accompagné d'un de ses fils et de plusieurs membres de son parti Likoud, des partisans qui contestent l'existence même des poursuites. Il est illusoire de faire venir Netanyahou ici en temps de guerre. C'est une preuve éclatante qu'ils essaient de renverser le Premier ministre, et pas par les urnes. Ils n'ont pas réussi jusqu'à présent, donc ils utilisent le système judiciaire, ici, dans cette commune qui tente de le renverser. Parmi les accusations, celle d'avoir accepté des cadeaux en échange de faveurs politiques. Des cigares, des bouteilles de champagne et des bijoux d'une valeur totale d'environ 186 000 €. Mais aussi d'essayer d'échanger des faveurs gouvernementales contre une couverture favorable de certains médias. Benyamin Netanyahou risque jusqu'à 10 ans de prison. Donc tu vois, la tête qu'il fait, je la comprends en fait. Le gars, il vit avec plein de problèmes dans la tête. Et donc, dans le fond, c'est la raison pour laquelle, soudainement, il décide de frapper l'Iran sans l'aval des Américains. Et ici, je vais lire cette phrase que j'ai écrite. Il frappe sans les Américains au moment exact où Trump entame une voie diplomatique avec l'Iran. Et alors que le monde entier est focalisé sur Gaza. Ça veut tout dire. Et moi, ça veut tout dire, mais qu'est-ce que ça veut me dire? C'est la question que je me pose. Au fait, ce que ça me dit, c'est que d'abord, Netanyahou a compris une chose essentielle. L'opinion internationale, le monde entier, ne le voit pas comme le protecteur des Juifs ou des Israéliens. Non. Le monde aujourd'hui le voit comme le massacreur, l'homme de la guerre à Gaza. Et donc, cette perception mondiale et cette perception aussi à l'intérieur du pays,
lui fait prendre un risque, tu vois, et augmente sa zone de danger, tu vois, parce que le monde va te détester, le monde ne te fera pas de cadeaux et t'es encore plus à risque de tomber. Et en fait, son objectif, en faisant la guerre aux Iraniens, c'est quoi? Justement, c'est d'aller chercher un conflit plus grand, tu vois, où le vrai danger serait l'Iran, et non plus Gaza, non plus le Hamas. Et là, la guerre sonnerait légitime. Pourquoi? Parce qu'à Gaza, c'est faire la guerre contre des mecs qui sont en tongs, avec des trainings. J'ai vu des images sur Al Jazeera, j'étais choqué, tu vois. Le mec avec une arme, un bazooka, etc. Et il est en tongs. Et en même temps, là, c'est une guerre où ce serait lui le petit pousset, tu vois. Ce serait lui la petite victime face aux géants iraniens. L'Iran, c'est combien de population? Très bonne question. Je regarde en direct, je pense que c'est 80 millions, mais je suis pas sûr. Population Iran. Je le fais en direct. 91 millions d'habitants. J'étais à 10 millions près. L'Iran, c'est pas un pays. C'est un empire. C'est l'empire perse. Tu vois? Et c'est même pas un empire, c'est une civilisation. C'est encore pire, tu vois? C'est une civilisation de 3000 ans, de plus de 3000 ans. Tu vois? Donc, ça pèse lourd. Malgré qu'il y ait des sanctions économiques, on le voit bien d'un point de vue scientifique, ils sont hyper développés, d'un point de vue intellectuel. Je veux dire, pour faire des armes nucléaires, tu vois, pour avoir la capacité de même construire des centrales nucléaires, il faut en avoir là-dedans. Et enfin bref, en détournant le regard des gens, non plus vers Gaza, mais vers l'Iran, le grand méchant, eh bien là, il reprend le contrôle du narratif. C'est lui qui redessine l'histoire, si je peux m'exprimer ainsi. Et là, il peut se faire passer pour la victime. Mais regardez, ce sont une menace. Ils pourraient nous attaquer. Nous n'avons plus le choix. C'est notre survie qui est en jeu. Et en réalité, c'est une stratégie que je dirais assez risquée. Pourquoi? Parce qu'elle est très personnelle. Je dirais même très personnalisée. Netanyahou, il est coincé dans un coin. Et c'est l'une des dernières cartes qui lui reste à jouer pour s'en sortir. Parce que si la guerre s'arrête, si le gouvernement chute, il risque la prison. Et je pense qu'il a environ, 74 ans, 75 ans? Imagine-toi 10 ans de prison. Tu sors de prison à 85 ans. Plus, imagine-toi si la CPI parvient à t'arrêter. Combien d'années de prison tu vas faire en plus? Passer sa vie en prison, dépasser les 60 ans, c'est un véritable enfer. Parce qu'à partir de 60 ans, tu comptes les années qui te restent. Et son idée, c'est quoi? C'est de parier sur la guerre pour survivre politiquement. Et je dirais même survivre personnellement. Il joue sur sa liberté personnelle. Et en même temps, ça nous met en danger. Toi et moi aussi. Je t'expliquerai après pourquoi. Bref, c'est une décision à double tranchant. Et cette décision à double tranchant nous amène vers le secret numéro 2. Et je ne sais pas si tu parviendras à reconnaître cette dame. Cette dame s'appelle Margaret Thatcher. C'était la chef d'État britannique dans les années 80. Début années 80. Et pourquoi est-ce que je prends Margaret Thatcher comme exemple pur, exemple chimiquement pur de ce que je souhaite illustrer, de ce que je souhaite démontrer à travers le cas Netanyahou? Madame Thatcher, elle était, vers le début de son mandat, très impopulaire. Pourquoi? Parce que Madame Thatcher, elle avait rentré le pays dans une crise économique assez grave. Elle avait une vision ultra-libérale pour la Grande-Bretagne. Et lorsque les sondages revenaient pour de nouvelles élections, qu'elles soient législatives ou autres, c'était catastrophique.
c'était même la première dame la première ministre la plus impopulaire de l'histoire de la Grande-Bretagne. À cette époque-là. J'étais pas encore né, mais je me suis informé toute la nuit, rien que pour toi. D'où ces petits yeux. Et Margaret Thatcher, elle est parvenue à s'en sortir. Pourquoi? Est-ce que tu connais ce petit lopin de terre, cette petite île-là? Je vais te la mettre en grand. Tu reconnais, c'est l'Amérique du Sud. Et d'un côté, on a l'Argentine, le Chili, tu vois. Mais de l'autre côté, là, dans le petit carré rouge, on a des îles. Malvinas en espagnol, Malouines en français, et Falkland en anglais. Mon anglais, c'est pas trop ça. Et en réalité, tu vois, les Argentins, enfin, le gouvernement argentin était à peu près dans le même cas que Netanyahou, tu vois. Ils avaient besoin de un petit peu remobiliser les gens dans leur pays. Tu sais, pour les souder, quoi. Il y a une guerre, on est attaqué, donc on doit être ensemble, on doit être soudés. Et ils s'étaient dit, vous savez quoi? On va reprendre l'île des Malouines, qui est occupée par les Britanniques. Et c'est vrai que c'est compréhensible, tu vois. Je veux dire, l'île, elle est juste à côté de chez eux. Tandis que les Britanniques, ils sont à 13 000 kilomètres, tu vois. Et donc, ils ont décidé d'envoyer leur armée et de reprendre l'île. Mais la réponse de Margaret Thatcher fut fulgurante. Tout d'abord, elle a lancé une riposte militaire massive. Une task force navale à 13 000 kilomètres. Une task force navale, c'est extrêmement compliqué à mettre en place. Et ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Mais pourtant, elle l'a fait. Pour une île qui était à 13 000 kilomètres. Et ensuite, au fait, elle a pris une opportunité. Elle a transformé cette crise en un moment de fierté nationale. En fait, je m'explique. Tu vois, cette guerre aux Malouines, elle représentait pas vraiment... Allez, il n'y avait pas besoin d'envoyer l'armée, tu vois. Il était possible d'avoir des pourparlers de paix et de trouver une solution à l'amiable. Tout était sur la table. Mais elle a refusé. Elle a refusé parce que elle a vu une opportunité. Une opportunité de redorer son blason. Une opportunité de réunir tout le peuple britannique derrière elle, derrière une cause qui est juste. Mais écoutez, peuple britannique, nous sommes attaqués de notre chair. Nous, l'Empire britannique. Et les Argentins qui viennent comme ça? Non, on ne peut pas les laisser faire. On va leur montrer qui on est. On va les écraser. Et effectivement, les Argentins n'ont pas fait long feu, tu vois. Et justement, après la guerre, la victoire a été ultra rapide. Et Thatcher, elle est devenue une héroïne nationale, tu vois. Pourquoi? Parce que elle a gagné la guerre aux Malouines. Elle a redoré le blason britannique. Elle a défendu le pays. Et sa popularité, c'est ça le truc de fou. Sa popularité a explosé de 25% à plus de 55%. Tu t'imagines? D'intention de vote. Et dans le fond, elle a remporté haut la main les élections législatives. Est-ce que tu vois le truc venir ou pas? En réalité, elle aurait pu faire le truc, ok, on signe un accord de paix, vous pouvez rester dans cette zone-là, etc. Non. Elle en a fait un truc national. Pourquoi? Parce que lorsque tu rentres dans la guerre, il y a une loi métaphysique de psychologie humaine qui se met en place. Le peuple devient docile. Le peuple se range derrière toi. Il y a de moins en moins de divisions politiques. Et quand c'est toi qui es à la tête de l'État, tu es vu comme l'homme ou la femme providentiel. On a besoin de toi. Tu es notre leader. On te suivra. Les dissensions politiques, on les laissera pour plus tard, pour après la guerre. Là, pour l'instant, on a besoin d'être unis avec toi, parce qu'on est tous derrière cette cause nationale qui nous unit. Et dans le fond, là, c'est un exemple chimiquement pur.
de ce que Bibi Netanyahou est en train de faire, ou plutôt est en train d'essayer de faire. Parce qu'entre les deux, effectivement, il y a une différence. Et cette différence, on va la voir dans le secret numéro 3. Alors, les yeux qu'il a à la Bibi Netanyahou, j'ai les mêmes. je me reconnais dans les yeux, les poches et tout, je suis épuisé. Mais on va le faire et on va y arriver. D'accord? Énergie, énergie. Alors, tu vois, c'est ici que tu vas découvrir le secret du lien entre Mobutu, Sun Tzu et Netanyahou. Cette question mystère que j'avais posée à la Perfora, Fort Boyard. Mobutu le croyait, Sun Tzu l'avait prédit, et Netanyahou l'incarne. Allons-y. Allons plus loin. Revenons d'abord à la question précédente, la différence. Quelle est la différence entre Thatcher et Netanyahou, alors qu'ils ont pourtant utilisé la même méthode avec le même objectif derrière, tu vois? Eh bien, il y a une différence essentielle entre les deux. La différence, c'est que Thatcher a profité de la crise. En effet, ce sont les Argentins qui ont commis l'erreur. Ce sont les Argentins qui ont créé l'opportunité pour Thatcher. Et donc Thatcher, elle est maligne, elle est intelligente. Elle l'a saisie. Mais Netanyahou, là, les Iraniens, ils n'ont pas commis d'erreur majeure. Ils n'ont pas attaqué les Israéliens tout de suite, non. En plus, ils étaient en pourparlers avec les Américains. Le grand frère américain. Le parapluie de protection. Celui qui nous fournit des armes. Tu l'auras compris, Netanyahou a créé l'opportunité. Et c'est là toute la différence. Et j'avais vu un tweet, je pense pas que je l'ai ici, malheureusement. Attends, je vais voir si je l'ai ici. Je pense que je pourrais te le partager tout de suite. Alors, est-ce que je l'ai? Ah, j'espère que je l'ai parce que c'était un tweet. Ah, je l'ai. Ah, t'as de la chance. J'ai le tweet des Iraniens. Et les Iraniens, ils ont lancé un tweet ce matin que j'ai vu. Je crois que c'était vers 7h du mat ou 6h du mat, tu vois, quand j'étais comme ça. Et voilà ce qu'ils ont dit. Alors, je partage l'image avec toi. C'est celle-ci. Voilà, on l'a. Iran military. Remember, we didn't initiate it. Je sais pas si je le dis avec le bon accent, mais rappelez-vous, nous n'avons pas commencé. Nous ne l'avons pas initié, cette guerre. Et ça, est-ce que c'est une erreur politique de Netanyahou? Au fait, je pense que c'est pas une erreur. Il n'avait pas le choix. Netanyahou n'avait pas le choix. Je m'explique. T'as vu, je l'ai pris 1 heure après qu'ils l'ont publié. Hein. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas le choix? Tout d'abord, il faut qu'on étudie le profil psychologique de l'homme. Un homme extrêmement intelligent, rusé et stratège. Je te l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai rarement... cite-moi un autre homme politique qui est là depuis les années 90, qui est souvent chef d'État et qui, dans le fond, n'est jamais tombé malgré qu'il ait des casseroles. Il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Peut-être j'ai Merkel. Merkel, elle marchait droit. Poutine, qui est là aussi depuis longtemps. Mais à part ça, j'en vois pas beaucoup d'autres, tu vois. Je te parle de gens qui ont une vraie influence, tu vois, sur un pays qui est vraiment puissant. Et donc, le truc, c'est que cet homme est en mode survivaliste institutionnel. Je te l'ai dit tout à l'heure. Survie politique, survie personnelle. Et donc, le gars, quand il pense, il n'est pas drivé juste par les intérêts de son pays. Non. Il est drivé par sa survie. Sa survie politique, son futur. Son futur personnel entre dans le game. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est l'ancien premier ministre israélien, Ehud Barak, qui l'avait dit dans une interview. Et d'ailleurs, je l'avais passé dans une vidéo sur la mort de Yahya Sinwar.
j'avais passé l'extrait. Une vidéo qui a failli sauter. Et au fait, ici, j'écris un truc super important. Netanyahou considère l'État, les institutions, la guerre, la diplomatie, tout comme des outils pour prolonger sa propre longévité au pouvoir. Voilà. Dans le fond, l'outil politique, l'outil militaire devient un outil qu'on utilise pour nos propres intérêts personnels. Et elle est là l'erreur. Parce que ça se voit. Parce que même le peuple, son propre peuple, le voit. Je t'ai montré l'extrait tout à l'heure des gens qui manifestaient. Et donc, la question c'est, pourquoi agit-il ainsi? La réponse, enfin, la question elle est vite répondue. La question est vite répondue, pourquoi? Parce que la fin justifie les moyens. L'homme, il ne peut plus perdre, il n'a pas le droit de perdre. Il n'a pas le droit de repartir en arrière, il ne peut plus reculer, il est coincé, il est acculé. Et donc, c'est là que j'en viens vers la réponse à déjà un premier élément. Mobutu. Mobutu, ancien président du Zaïre. Et moi, je me souviens, pour tous les Congolais qui nous regardent, et ceux qui connaissent l'histoire de Mobutu, j'avais mon copain congolais qui me disait, Aziz, tu sais, quand on était petit, on devait avoir 14 ans, 15 ans, il me disait, Aziz, Mobutu, il avait dit quoi? Il avait dit, le jour où je partirai, ce sera le chaos. Le jour où je partirai, le pays s'effondrera. Et dans le fond, ce message politique qui a été ancré dans l'esprit de beaucoup de Congolais le connaissent, ce message-là. C'est un message psychologique, un message qui a pour but d'être ancré dans l'esprit et de générer la peur. La peur de quoi? Au fait, je l'ai écrit, je l'ai étudié, ce genre de message, ce sont des dérives narcissiques. Des dérives narcissiques, pourquoi? Parce que on veut se légitimer. On veut démontrer qu'en réalité, le vrai héros, le vrai sauveur, c'est nous. Et là, on revoit un petit peu le côté Netanyahou. Netanyahou, au fait, et là, je peux pas le confirmer à 100%, mais d'après certaines de mes recherches, mais je suis pas sûr des sources, donc corrigez-moi en commentaire s'il le faut, il n'y a aucun souci. Il a dit qu'il voulait être le Churchill juif, tu vois. Il a envie de laisser une trace dans l'histoire. Et cette trace qu'il a envie de laisser dans l'histoire, c'est un petit peu celle du héros, du sauveur du peuple juif, de celui qui les aura protégés jusqu'au bout. Raison pour laquelle il a pris des décisions extrêmement fortes, des décisions qui ont choqué l'opinion mondiale. Mais il l'a fait pour le peuple. Le problème, c'est que il n'y a pas un réel alignement entre cette vue, qui est peut-être cette perspective, qui est peut-être sincère, son envie d'être un Churchill juif, et ses actions, parce que il y a une dérive, tu vois. Il y a une dérive sur les intérêts personnels. Donc, tu vois, il n'est pas totalement aligné avec cette vision qu'il a de lui-même. Et donc, ça, c'est le premier truc, tu vois, c'est si je ne suis plus là, demain, ce sera le chaos. Et ça rentre dans le cerveau des gens. Raison pour laquelle les gens ne veulent pas que tu tombes. Tu vois? Une dérive narcissique, mais qui débouche en réalité sur une stratégie de légitimation personnelle. Vous avez besoin de moi. Sans moi, basta. Bref, on a compris ce sujet-là. Et ensuite, on en vient à Sun Tzu. Alors Sun Tzu, c'est simple, j'ai pas rajouté de mots. J'aimerais vraiment que tu regardes ces images à fond, tu vois. Et si tu as lu Sun Tzu, je pense que tu sais de quoi je parle, l'art de la guerre. Si tu ne l'as pas lu, je pense même que tu pourrais comprendre ce qu'exprime ce message, enfin ces images. Ces images expriment une règle dans le livre de Sun Tzu. Il dit que, dans le fond,
lorsqu'une bête féroce est acculée, qu'elle est coincée et qu'elle n'a plus aucune porte de sortie, c'est là qu'elle devient la plus dangereuse. C'est là qu'elle fait le plus de dégâts. Pourquoi? Parce qu'elle va se battre avec l'énergie du désespoir. Et quand tu te bats avec l'énergie du désespoir, tu donnes tout ce que tu as et même parfois, tu fais n'importe quoi. Et là, tu l'auras compris. Aujourd'hui, nous avons un homme qui est acculé. Un homme qui vit sa vie sur un simple fil et qui vit comme un équilibriste qui pourrait tomber à n'importe quel moment. CQFD. Le lien entre Mobutu, Sun Tzu et Netanyahou. Mobutu le croyait. Sans moi, le chaos. Netanyahou l'incarne. Sun Tzu l'avait prédit. Lorsque la bête féroce est acculée, elle se bat avec l'énergie du désespoir et elle est prête à faire n'importe quoi. Netanyahou l'incarne. CQFD. Tu vois, moi ça m'amuse pas. Hein. Ça m'amuse pas de dire CQFD, j'ai trouvé le truc, etc. Non, parce que la guerre c'est moche. Et tant que t'as pas un de tes proches, tant que t'as pas vécu la guerre dans ta chair, tu peux pas comprendre. Ah, la vidéo interdite. La vidéo interdite. Vous reconnaissez l'homme? L'homme qu'on avait vu clasher notre ami Zelensky, tu vois, qui lui avait dit « Oh, tu dois nous dire merci. Faudrait nous dire merci quand même, hein. Et faudrait venir bien habillé aussi, tu vois. » Moi, sur ces coups-là, je suis bien, tu vois. Si je vais à la Maison Blanche, je me ferai pas gronder dessus. Mais J.D. Vance, je le connais pas. Tu vois, il est intelligent, il y a une forme de charisme, mais le nom se retient pas facilement. J.D. Vance, corrigez-moi en commentaire, s'il vous plaît. D'ailleurs, je ne sais pas, ça fait combien de temps que je suis là avec vous. La prochaine fois, pour information, je le ferai en live. Je le ferai directement en live sur YouTube, d'accord? Donc, soyez préparés. Aujourd'hui, c'était plus un test, une actualité chaude, et j'ai envie de la fournir avec le meilleur que je peux. Alors, je vais vous partager cette vidéo, ce fichier vidéo où J.D. Vance partage sa vision. Likely and the most dangerous scenario is Iran and Israel right now. So obviously the Israelis are on high alert. Alors, je recommence, hein, je vous la remets du début pour que vous voyez. C'est sous-titré en bas, mais je vous répéterai en français pour ceux qui ont du mal à lire ce qu'il a dit. Likely and the most dangerous scenario is Iran and Israel right now. So obviously the Israelis are on high alert. They just had this terrorist attack. They're dealing with Hamas. You know, what if in North Israel, a bunch of Iranian-backed militias start killing thousands of Israeli civilians? Okay, so the Israelis invade, do the Iranians counterattack, and now you have Israel, Iran in a regional conflict. The Turks probably have to get involved, the Saudi Arabians probably have to get involved, and then that is the sort of thing that could balloon into World War III. And then the final thing, man, is... Donc tu vois, c'est incroyable, je sais pas quand est-ce qu'il avait fait cette vidéo-là, mais dans le fond, là, ce qu'il explique, c'est vraiment le scénario qui est en train de se produire là maintenant. Bon, lui, il a dit, imaginez-vous que les Iraniens envoient un de leurs groupes qui vont attaquer et tuer des milliers de civils israéliens et que les Israéliens décident de partir envahir les Iraniens et que les Iraniens décident de contre-attaquer et que là, on arrive sur une explosion régionale où, par exemple, la Turquie ou l'Arabie Saoudite pourrait s'impliquer dans cette guerre. Bien là, on pourrait se diriger tout droit vers une troisième guerre mondiale. Je sais pas quand est-ce que J.D. Vance a fait cette vidéo-là, mais ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Et dans le fond, tu vois, ça c'est la vision J.D. Vance. D'accord? Mais pourquoi j'estime que c'est dangereux pour toi, pour moi, pour le monde entier? Ma vision, c'est que
Netanyahou, c'est une bête acculée dans un coin, mais qui frappe non pas pour gagner, mais pour éviter de mourir. Je pense que cette phrase résume toutes ces minutes de vidéo qu'on a fait ensemble, au fait. C'est purement ça. Au fait, il ne se bat pas pour gagner, il se bat pour ne pas mourir. Et donc il se bat avec cette énergie du désespoir. Et en réalité, la guerre, selon moi, la guerre, c'est un élément, en tout cas cette guerre-là, c'est un élément qui ne sert personne dans le fond. Tu vois ? J'ai envie d'avoir un petit discours un peu plus solennel. Donc on va se mettre ce son que tu aimes, hein, que tu connais. La musique, ça fait réfléchir et ça t'inspire. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi. Cette guerre ne servira personne. Et toutes ces guerres ne servent personne. Pour une raison simple. Moi, il y a une citation qui m'a suivi toute ma vie. Celle de Saladin. Et Saladin, dans sa citation, il disait « Méfie-toi du sang qui coule sur l'épée. Car le sang qui coule sur l'épée ne dort jamais. Si tu tues un des miens, si j'ai l'esprit à la Mandela, je vais pardonner. Mais si j'ai un amour profond pour les gens que t'as voulu me prendre, il y aura un ressentiment, il y aura un besoin de vengeance pour soulager cette douleur qui m'habite là à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que toi tu ferais? Honnêtement, ce serait une douleur difficile à gérer. Parce que c'est une douleur qui te rappelle les bons souvenirs que tu as vécus avec les proches que tu avais, mais qui te rappelle en même temps une vérité douloureuse. Tu ne pourras plus jamais revivre ces moments. C'est terminé. C'est fini. Raison pour laquelle la guerre ne sert personne. Et dans le fond, moi parfois ce que je me dis c'est que si c'est pour tes intérêts personnels que tu fais la guerre, si t'as peur d'aller en prison, que tous les chefs d'État se réunissent et qu'ils trouvent une solution pour t'amnistier, mais qu'on arrête les tueries, qu'on arrête les morts. Tout simplement. Parce que tous ces morts ne servent personne. Au fait, la guerre, elle empire tout pour tout le monde. Elle rend les choses plus difficiles pour tout le monde. Et tu vois, à travers tout ce qu'on a appris aujourd'hui, à travers ce voyage, à travers la géopolitique, l'analyse de la psychologie humaine, de l'intelligence émotionnelle, de la manière de manipuler les peuples, on y a appris quelque chose d'essentiel. Il y a des guerres qui en valent le coup. Et il y en a d'autres qui n'en valent pas le coup. Une guerre pour des intérêts personnels. Une guerre pour des gens qui savent pertinemment bien que les hommes, les femmes qu'ils vont envoyer sur le terrain de guerre risquent leur vie un petit peu pour leurs propres intérêts personnels. C'est pas une guerre qui en vaut le coup. Il y a d'autres guerres qui en valent le coup. Une guerre pour nos valeurs, pour la fierté des nôtres, pour la justice. Une guerre où, certes,
t'es plus faible. T'as moins de moyens. Mais t'as une flamme. Une flamme qui naît lorsqu'elle voit l'injustice et qui te dit « Je veux éteindre cette injustice ». Donc tu vois, moi, ce que je comprends à travers ça, la leçon que j'ai envie de prendre à travers ça, c'est que oui, je suis quelqu'un de naïf, tu vois. Je suis quelqu'un de naïf, je suis quelqu'un qui aimerait dire « Arrêtons toutes les guerres dans le monde ». Je pense que même toi, t'as envie de ça. Et le problème, c'est que tu vois, il y a des gens qui ont des intérêts personnels, qui font que ils veulent qu'on aille à la guerre. Mais ça doit tourner ici, ça doit résonner. Et certes, peut-être qu'on n'a pas le pouvoir d'arrêter certaines guerres, tu vois. Ça se joue à des niveaux de chef d'État. Mais ce que je pense, c'est que on mène tous dans nos vies une guerre personnelle. Et parfois, il y a des guerres d'ego. Des guerres pour un petit intérêt personnel qui peuvent nous mener à notre perte. Et l'idée au fait, c'est quoi? C'est que dans ta vie, faut que tu marches droit. Parce que dès que tu commences à faire des conneries, dès que tu commences à faire des magouilles, tu t'enfermes. Un mur invisible commence à t'entourer. Et magouille après magouille, ce mur invisible se referme sur toi. Jusqu'à ce que tu sois acculé, comme la bête féroce. Et là, tu vas te battre avec l'énergie du désespoir. Mais c'est pas sûr que tu y ressortes sans dégâts. Et là, je pense qu'on a un exemple chimiquement pur de quelqu'un qui a vu ce mur invisible se refermer sur lui et l'acculer et partir dans des choses qui peuvent aller très loin et nous affecter, toi et moi, dans une 3e guerre mondiale. Et quand tu comprendras cela, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer.